Chanteur, musicien, compositeur, interprète, il a inventé le hip-hop yiddish et il l'incarne littéralement. Multi-instrumentiste, piano, accordéon, il est aussi marionnettiste, magicien, dessinateur, réalisateur, photographe. Son univers est festif, drôle et débordant d'idées. Armé de ses multiples talents, So Called célèbre les richesses de la culture yiddish, auquel il offre une seconde jeunesse en la slamant, la rappant, la modernisant. Il questionne le monde actuel en yiddish. Il est canadien anglophone, mais le français ne lui fait pas peur. So Called, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Academ. Merci à vous. Bonjour. Ça va? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Yeah. Ah, bientôt, on fera des interviews en yiddish Oui. à Academ. Vous l'avez apprise où, vous, le yiddish? Honnêtement, je ne parle pas vraiment couramment le yiddish, mais je chante beaucoup en yiddish. Alors, j'apprends des chansons et pour vraiment présenter les chansons, il faut comprendre le texte. Alors, j'ai beaucoup bossé avec des dictionnaires, genre avec les anciennes paroles, des anciens lyriques. Et maintenant, je comprends beaucoup. Pas avec un professeur? Non, jamais avec un professeur. Mais comme enfant, j'ai appris hébreu, mais comme les Juifs en Amérique du Nord, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais chez moi, on apprend hébreu pour lire et pour chanter pour le bar mitzvah. Oui, pareil ici. Et on a une petite éducation dans l'hébreu moderne pour comprendre quelques mots, blablabla, mais jamais vraiment la langue. C'était juste pour lire, pour enacter le parasha. La Okay? paracha de la bar mitzvah. Alors, quand je suis tombé sur Yiddish, avec une histoire, peut-être on va parler de cette histoire, Bien sûr. de trouver les anciens disques, vraiment, en cherchant pour les samples, pour faire le hip-hop, pour faire le sampling. Là, je suis tombé sur cette langue. J'ai jamais vraiment entendu le yiddish comme enfant chez moi. D'accord. Mes parents, pas du tout. Alors, mais quand je suis tombé sur ça, j'ai vu que c'est écrit en hébreu. Donc, je peux le lire. Et je peux lire une langue et comprendre plus que l'hébreu. Quand tu lis hébreu, c'est une ancienne langue et c'est rien avec les langues romances. Oui. Mais quand vous lisez Yiddish, c'est un peu... C'est l'allemand, c'est allemand, c'est alors il y a germanique quelques d'origine. mots. OK. Alors, ça m'a donné... contact avec une culture un peu cachée et perdue et oubliée, mais j'ai eu un contact direct avec la langue. Et donc, dans la famille, il n'y avait pas de yiddish. C'était quoi le judaïsme dans la famille, chez Mais vos la parents et vos grands-parents, même sur 2 générations? J'ai vécu mon enfance à Québec, près de Ottawa, mais sur le côté québécois, la province de Québec, dans une petite ville qui s'appelle Chelsea. Et là, on était vraiment la seule famille juive dans la ville, village. Mais vous avez fait votre bar mitzvah. Oui, parce que j'ai étudié à Ottawa, la grande ville. Mais c'est un trajet de 45 minutes pour arriver à la synagogue. Et j'ai eu une enfance avec beaucoup de juiveries, des chansons, bien sûr les fêtes, la bouffe juive de ma mère et synagogue, pas mal régulièrement. Quand même, oui, pas juste pour Kippour. Voilà, pour les high holidays, pour les grandes fêtes. Mais j'étais jamais vraiment convaincu par le côté religieux, mais j'ai toujours beaucoup aimé la culture. Et d'être différent, c'était pas un truc mauvais. À ce point-là, dans les années 80, 90, c'était à Canada un esprit un peu libre. Tout le monde peut être n'importe qui. C'est un grand mélange, c'est une expérience des cultures différentes, les langues différentes, ça peut marcher.
Et voilà, mes grands-parents viennent de l'Europe de l'Est. C'est ça. Un grand-père de Ukraine, un grand-père de Roumanie, une grand-mère de Austro-Hongrie, l'Empire Austro-hongrois. L'Empire Ok. austro-hongrois. Merci. Et ils sont tous venus avant la Deuxième Guerre. Oui, avant Et la Deuxième Guerre. même quelques grands-parents avant la Première Guerre mondiale, ils ont été pas mal chanceux et ils ont choisi, je ne sais pas pourquoi ou comment, ils ont tombé sur Canada et tombé sur une ville qui s'appelle Winnipeg. Et c'est dans l'ouest du Canada où il y avait une population pas mal grande des Juifs dans cette période-là. Je pense que c'était un truc politique le gouvernement de mettre du monde là-bas. Mais c'était vraiment, je pense que c'était une vie un peu dure, même à Canada, mais bien sûr moins dure qu'en Ukraine ou en Roumanie. Et probablement, ils ont parlé yiddish, you know? Et je sais bien qu'ils ont parlé yiddish, mais je n'ai pas du tout rencontré un côté, les parents de ma mère, ils sont Morts. ils sont morts pas mal jeunes. Et je connais un tout petit peu un grand-père, mais aussi il est mort pas mal tôt. Et l'autre est la grand-mère. Alors, et elle a parlé quelques mots en yiddish, mais c'était pas un truc pour nous. Et c'était beaucoup plus tard dans mon adolescence, peut-être, où je suis tombé particulièrement sur la musique yiddish, comme musicien. C'est ça, mais vous étiez rappeur à ce moment-là. Vous faisiez du hip-hop. C'est commencé là. Mais même avant ça, j'ai entendu quelques petits trucs des groupes de la klezmer, de la revivification de cette culture yiddish, revivification, les klezmatiques, Revival, ouais. les klezmatics, John Zorn, la culture radicale juive de John Zorn. Culture, ouais, de John Zorn. Et aussi comment vous êtes tombé là-dessus dans un petit village comme... mais c'était avant le Internet, OK? Alors, c'était juste d'être... connecté, d'être dans les réseaux? Juste d'être intéressé par la musique. Et c'était un grand moment pour la musique world. Oui. World music dans Fin les des années 90, you know? 90. Alors, si vous checkez les magazines, music reviews and stuff. Oui, les journaux spécialisés. Voilà, et la musique monde. yiddish a fait partie de cette world music, cette explosion d'écouter la musique, pas pop, pas jazz, pas classique, mais la musique un peu culturelle, la musique brésilienne. J'ai beaucoup aimé une label de David Byrne, des Talking Heads, Luaka Bop, où il a ressorti les albums brésiliens. Des Luaka Bop, ça c'est magnifique. Ou même Tom Waits. Oui. Il a utilisé un peu des sons Russian music, stuff like that. Aussi, mes parents ont été, mon père était diplomate avant que j'étais né. Alors, ils ont été postés en Moscou, dans les années 60, imaginez. Okay. Alors, ils ont beaucoup de disques de la musique russe chez nous. Et après ça, ils ont été en Chili en 73. Ah, en plein. C'est chaud. Bah oui. Si vous êtes intéressé, check le nom de mon père, Mark Dolgan, avec un C, M-A-R-C, parce qu'il a fait partie d'une grande aventure avec les dissidents chiliennes pour faire sortir, he saved people. Il a sauvé beaucoup de gens. Au Chili, à cette époque. Voilà, parce que l'ambassadeur n'était pas là, il était le premier secrétaire et il a caché beaucoup de monde chez lui et dans l'ambassade. Voilà, ça c'est une autre histoire. Mais aussi, ils ont fait collectionner la musique du Chili et de l'Amérique du Sud. Alors, chez moi, comme enfant,
ça fait partie de mon enfance éducation et d'entendre d'entendre. les musiques qui viennent des différents mondes. Um, Aussi, un ou deux disques de la musique juive, la musique yiddish. Et C'était quoi ces disques? c'est Théodore Bickel, Ok. l'artiste Théodore Bickel. Est-ce que tu as rencontré Théodore Bickel? Non, jamais. Jamais? Ah, c'est Non, dommage, oui. parce qu'il était actif dans le monde de la revivification du yiddish. Il était Du le revival de symbole de... la... Ouais. Il était formidable. J'ai travaillé avec lui pas Oui. mal. Et ça, c'est vraiment le seul disque que j'ai entendu comme enfant avec la musique yiddish. C'était Théodore Bickel. Et ces disques ont fait partie des disques des Juifs, what's the word? Like assimilés. Oui. En Amérique du Nord, les Juifs ont arrêté de parler yiddish. Ils ont arrêté d'écouter cette musique et de regarder d'écouter les films yiddish. Mais il y avait quelques artistes qui ont resté, je ne sais pas pourquoi, et Théodore Bickel était un de ces artistes. Voilà. Et aussi, j'ai entendu un disque de klezmatik pas mal tôt dans cette histoire. Tôt dans votre vie. Oui. Mais vous étiez musicien? Vous avez appris la musique enfant? Mais Vous avez une éducation artistique? Parce que... c'était une éducation de piano comme enfant, juste comme ça, comme tous les enfants des mères juives, beaucoup comme mon fils. Toi aussi, oui, voilà. il est au Et piano. j'étais forcé, Moi j'étais aussi, je bribé. l'oblige. Oui. C'était la guerre. Bon, ça va si ça donne un musicien comme vous êtes. Bien sûr, je mais suis ravie j'ai eu, I had talent. Vous aviez So le talent she pour... forced me, she kept me going. Et j'ai commencé avec le classique, juste le piano, et éventuellement, j'ai eu des leçons dans l'improvisation, un tout petit peu, le jazz. Et j'ai commencé de jouer dans les groupes à Ottawa à 15 ans, de jouer dans les groupes un peu étranges, dans un groupe gospel. J'étais le seul blanc dans un groupe gospel. Dans ce groupe, j'ai commencé de bosser avec le guitariste dans son studio. Avant les ordinateurs, c'était un peu plus compliqué de faire ça chez toi, de faire la musique, de faire la production chez toi. Mais lui, il a un petit home studio. Mais avant les ordinateurs, donc les machines de drum et le cassette, you know? Et c'était ennuyant et long de faire les trucs, mais c'est là où j'ai commencé de penser à la musique comme ça et de produire ma propre musique. De se dire, mais ça m'intéresse, j'ai envie de faire moi aussi ce que je... Voilà. Et tout de suite, c'est devenu quoi? Du hip-hop? Ou c'est devenu du hip-hop yiddish très vite? OK, alors j'ai joué dans ces groupes un peu étranges. J'ai fait des connexions, j'ai écouté les musiques différentes, des différentes cultures. Et là, c'était école secondaire. Et je suis tombé... Ma musique favorite, c'était funk. C'était le funk des années 70 de James Brown et les JBs. OK? Oui. Et j'ai eu une cassette d'un ami de mon frère plus âgé, de JBs, The Best of the JBs, et ça m'a changé la vie. C'est devenu ma musique favorite, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai beaucoup aimé le funk, et un jour, je me souviens bien, dans un bus pour école, quelqu'un m'a fait écouter quelque chose sur une Walkman, le Walkman jaune, CD, you know? Ou non, cassette, avant CD. Voilà, CD. Je suis vieux quand même, OK. OK. Sony Walkman, oui, très bien. I love that thing. Je suis sûre que vous en avez encore un à la maison. Oui. Bah oui. Il m'a fait écouter quelque chose. C'était Snoop Doggy Dogg. OK. Et Snoop Doggy Dogg, c'était un son familier. C'était le son funk, mais c'était mélangé avec des nouvelles sons. Et il parle d'aujourd'hui, il parle des politiques, il fait le commentaire social.
avec une flow dans sa voix, dans sa poésie, très intéressant, et une voix, mais c'est la musique funk. Oui. C'est même exactement la musique funk. Ils ont pris les mêmes Les samples. les sons de Funkadelic, de Parliament, de James Brown. Et je me suis dit, ça c'est pas mal. C'est quoi ça? Ça c'est le rap, ça c'est hip-hop. OK, cool. Le Beastie Boys, Ice Cube, Dr. Dre, et finalement, pas finalement, mais Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan. Et c'était vraiment un âge doré pour le rap, le hip-hop. C'était vraiment fait à la main. C'était hors de la mainstream. C'était quelque chose un peu caché. C'était pas populaire encore. Pas globalement populaire. Maintenant, hip-hop, rap, c'est la première musique au la monde. première Ben musique. oui. C'est toute la Ben musique oui. et le Oui. hip-hop, rap. Le rock and roll, c'est avec un beat. Oui. Le pop, c'est tout mélangé avec les ordinateurs et avec les grands tracks rythmiques. Alors, c'est devenu le son de tout le monde et it was taken par toutes les cultures dans le monde, par les cultures brésiliennes ou en Afrique, ou les Romas, les Gitanes. Ils ont pris l'idée de hip-hop, de prendre leur musique et de mélanger avec les nouvelles technologies, devenu, oui. avec les nouvelles sons. Mais à ce point-là, c'était les gens qui ont aimé le hip-hop, le rap, we were a little tiny Oui, oui, c'était un petit groupe de gens. Mais ça a quand subculture, même- subculture, je sais C'est pas. de la subculture qui a quand même fini par envahir Voilà, la musique. envahi. Ah, Oui. le monde, quoi. Bah oui. C'était pas mal tôt que j'ai vu, OK, j'aime cette musique, cette hip-hop, cette rap. Je peux faire ça. C'est dans les mains des gens normaux. Oui. Ça vient de la rue. Ça vient des gens qui n'en ont rien, mais ils prennent ce qu'il faut pour s'exprimer et pour dire leur histoire personnelle, très culturelle, honnête. You got to keep it real, you know? Sois toi-même, quoi. Well, Be yourself. So be yourself and represent. Représenter ton histoire, Et ceux tes qui ancêtres, ressemblent, ta culture. Amène ta culture pour aujourd'hui. So then, je veux participer en ça. Je me suis dit, OK, je peux faire ça. Même je suis un anglophone, anglais, white, blanc, québécois, juif, dans un petit village. Mais j'ai entendu cette musique qui vient de la rue américaine, africaine-américaine. Et je me suis dit, je peux faire ça. C'est pour le monde. Alors, j'ai commencé de chercher pour les bons sons, pour les sons différents, les sons qui viennent de la collection de musique de mes parents, de mes frères. Et alors, j'ai commencé de faire sampler Théodore Bickel, ou d'essayer de rapper un peu en hébreu. Une de mes premières chansons, c'était Jew Funk. Ça s'appelle The Jew Funk. D'entrée. Oui. Vraiment, un des premiers raps que j'ai fait, c'était The Jew Funk, où j'ai rappé un peu en hébreu et blablabla. Et ça m'a donné une voix dans la culture hip-hop un peu plus honnête. Pour moi, je peux pas, I couldn't pretend to be a guy from the American inner city, African American inner city. Mais OK, après un bout de temps, j'ai quitté la maison pour bouger, pour vivre à Montréal, dans la grande ville. C'est à peine 2 heures d'Ottawa, Montréal, pour être étudiant à McGill, pas de musique, pas de musique, pour philosophie, pour littérature, genre. Mais là, dans la grande ville, j'étais pas le seul juif dans le village encore. Montréal a beaucoup de juifs. Bien sûr. Et j'étais en train d'essayer de trouver les anciens disques pour faire le hip-hop. Parce qu'au début, c'était pas avec les samples, c'était juste avec les machines de drum, avec les synthétiseurs. Mais après, au bout de temps, je me suis dit, comment est-ce qu'il fait le son
de cette musique de Wu-Tang Clan, de RZA. Comment ça, les sons avec beaucoup de texture, avec beaucoup de bruit dedans. Ouais. C'est parce qu'il prend les anciens sons, Absolument. vraiment digitalement, numériquement. Oui. Il prend un ancien son, tu trouves un petit moment dans un ancien disque. Tu prends la boucle. Et tu prends ça. Tu prends pas, c'est pas un instrument, c'est le son enregistré en 1953. Parce que seulement à Montréal, j'ai commencé de vraiment trouver la musique yiddish. Dans les armées de salut, mais vraiment jeté dans les poubelles, dans les sous-sols des synagogues, in the garbage. C'était oublié, mais c'était par hasard, juste looking at the covers, la couverture des disques, intéressant. À ce point-là, c'était l'ère des disques compacts. Oui. Et le disque compact, ça coûte 30 piastres chaque, OK? Alors, tu peux pas vraiment juste essayer n'importe quoi. C'est cher. Oui. $50, 20 piastres. OK. Pour un disque vinyle, dans notre poubelle, c'est 25 sous. Alors, tu checkes le cover, c'est quoi ça? Okay. La pochette est bien, je prends. Voilà. 25 centimes. Ou le nom est intéressant, OK? 25 cents. Whatever, you can just try. C'est presque gratuit. Et là, je suis tombé sur quelque chose comme Aaron Lebedev chante les grands tubes du théâtre yiddish. OK, c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de Aaron Lebedev. C'était avant l'Internet. Il n'y a pas vraiment de communauté virtuelle pour ça du tout. C'est OK, Aaron Lebedev, Moishe Oisher, Dave Terrace, Abe Elstein, la musique du théâtre yiddish, les musiques des chassidim, des nigunim, des disques, des chansons des chassidim. Le Belzer Chassidim, le Mooncatch, Lubavitch, OK, c'est quoi ça? Intéressant. La musique cantoriale de la synagogue, Yossel Rosenblatt, Pierre Pinchik, vous connaissez? Non, un Français? Moi, je connais, non, oh mon Dieu, un des meilleurs. Non. Mais tout le monde, des grands chanteurs de la synagogue. Et bien sûr, le klezmer, Dave Terrace, Mickey Katz, les frères Epstein, whatever. Les noms que j'ai jamais entendus parler, ça fait pas partie de l'éducation juive pour nous en Amérique du Nord et probablement pas ici non plus. Et c'est une musique que j'ai jamais entendue sur les ondes de la radio. J'ai jamais entendu ça dans les films, même si Hollywood est contrôlé par les Juifs, mais OK, où sont les histoires juives dans les films Hollywood? Je vois pas. Même dans les films de Woody Allen, c'est pas vraiment forcément des histoires yiddish du tout. Et il n'utilise pas les sons, les sonorités yiddish. Ils mettent pas c'est le jazz, you know. Le jazz, oui. So, OK. Et j'étais intéressé pour trouver des moments de rupture dans la musique. Breaks. Hip-hop, c'est basé sur the break. Et c'est les moments dans les chansons où l'orchestre arrête pour une mesure ou deux pour faire juste un instrument highlight. C'est highlight. Mettre de pleine lumière. Quoi. Oui, alors tout se coupe, sauf que la batterie fait boum, mais avec les ordinateurs et les machines, les samplers, qui sont les ordinateurs spécialisés pour le son, comme ça, vous pouvez juste prendre ce petit moment de rupture, boum, OK? Et avec ça, tu fais looper, tu mets des loops. enchaîner des boucles. Les boucles, et voilà, tu as une nouvelle chanson. Et avec des layers, what are layers? Avec des couches. Des couches. Vous mettez les couches on ajoute ensemble. l'un sur l'autre et ça devient. Et tu mets des couches musique.
qui vient de n'importe où. Tu prends une couche d'une rythmique de drum des années 70 et tu mets un orchestre enregistré en 2003 et tu mets un truc enregistré en Égypte et un truc enregistré en Afrique et tu peux mettre, tu mélanges, tu changes les tonalités pour mettre dans les bons... Dans le bon in ton. the right key, dans le bon dans la ton. bonne clé sonore. And the enfin. right speed, la vitesse pour que ça match, Pour que ça matche. pour que ça match. So, j'ai pris Aaron Lebedev chez moi en cherchant pour les sons et voilà, j'ai mis l'aiguille. Oui, la pointe, Et le diamant. Et voilà, immédiatement, entre chaque couplet, chaque refrain, il y avait des petits moments orchestrales complètement attirants et rythmiques. Et j'ai commencé de faire sampler ça. Au début, c'était pas forcément pour faire une musique qui me représente, blablabla. Bla, bla. C'était juste en cherchant les sons intéressants. Comme un chercheur. Comme un chercheur. Comme un scientifique un peu. Et juste de trouver les bons trucs attirants, moins connus aussi. Je veux trouver des trucs étranges, c'est moins de risques pour être to get sued. Alors, c'était tous les éléments-là où j'ai commencé de vraiment chercher, finalement, les disques comme ça. Et c'est devenu une manie, une forme de manie, et j'ai commencé de faire collectionner les anciens disques de la musique yiddish et de tout cet répertoire magnifique, et de mélanger ça pour créer quelque chose pour aujourd'hui. Moi, la petite histoire que je connais, c'est que vous envoyez un jour Sokol Seder à David Krakauer. Yo, I know one DJ whose turntable's jewel encrusted. He rocks with two taggers who are always getting busted. They're part of a crew of 3 MCs with lyrics unrepeatable. Date 4 girl breakers with a crew that's unbeatable. I met 5 producers sly with samples like Fox. J'ai entendu Vous avez son Klezmatic. adresse? Finalement, Okay. quand j'ai commencé d'être vraiment impliqué dans l'histoire du monde yiddish, j'ai commencé de checker les trucs modernes, la revivification. Donc oui, tout ce que vous de disiez, yiddish. Zorn, Zorn, Klezmatic. Klezmatic, Brave Old World, Oui. Henry Sapoznik, the Klezmorim, New England Conservatory, Klezmer Band avec Hank Snetsky et Don Byron. Don Byron, Oui. bien sûr, oui. Alors, tôt dans cette histoire, une de mes cousines m'a dit qu'il y a un festival de la culture yiddish à Montréal qui s'appelle Klez Canada. OK. OK. À ce point-là, j'étais pas prêt vraiment encore. intéressé Pas encore par... prêt. Non, I was a cool guy. J'ai aimé les boîtes de nuit et la music house, techno et les vrais hip-hop. Un festival de la musique, de la culture yiddish. I was always avoiding real Jewish community stuff. Ouais. J'ai trouvé cette culture moi-même. J'ai trouvé dans les poubelles et j'étais un peu, ça m'a confirmé un peu le manque de goût dans le monde juif. Chez moi, comme enfant, la musique, c'était pas terrible. La musique juive à la synagogue, c'était pas grand-chose. Okay. C'était un homme qui joue l'orgue, un chœur horrible. Et j'étais pas orthodoxe avec cette grande tradition cantoriale, où j'étais pas séfarade avec la musique arabe juive qui est encore riche et encore pratiquée. So, quelques cousins et moi, on a décidé d'y aller à Klez Canada pour rencontrer les cousins, pour être ensemble. Et je me suis dit, OK, I'll go, mais je vais apporter
petit enregistreur, a little recording machine. Et comme ça, je vais enregistrer des choses. Voilà, et pour trouver les samples, je vais enregistrer les trucs. OK, cool. Et là, j'ai vu des grands musiciens, des virtuoses qui connaissent les noms que je suis en train de trouver par hasard. Ils connaissent Aaron Lebedeff et Leo Fuld et aussi il y avait des vieux, des vieux chanteurs, Minna Byrne, et des vieux musiciens qui sont venus de la culture vivante yiddish. Qui était encore Alors, vivant. un des frères Epstein, Ouais. Pete Sokolau, un pianiste qui a joué avec Dave Terrace, les vraies connexions avec les gens avec qui j'ai seulement connecté avec les disques par hasard. Ils étaient là à Claes Canada. Mais là, à Claes Canada, ah oui, je connais Dave Terrace. Wow, OK, dis-moi des grandes histoires et montre-moi comment de jouer le piano klezmer et de jouer l'accordéon klezmer. Et finalement, je suis tombé amoureux avec les mélodies et avec les rythmiques. Une fois que c'était devenu vivant aussi. Oui, et après un bout de temps, je me suis dit, il faut que je chante cette chanson. Il faut que j'apprenne à chanter cette chanson. Je n'étais pas vraiment un chanteur avant ça, mais I don't know why, I heard these old songs. I said, I gotta sing, il faut que je chante ça. Aussi, j'ai entendu beaucoup de monde en chantant les mêmes chansons. Offen Pripetchik, Donna Donna, whatever, les top 10, you know, le palmarès, OK? Et j'ai des disques chez moi avec des milliers des autres chansons. Non, ah, non, des autres chansons, un top grand répertoire. Alors pourquoi rester sur les mêmes? On entend By Mirvis Duchesne encore? Non, il y a des autres grandes chansons, il faut chanter ça. Alors j'ai dit, OK, I gotta learn, il faut chanter. C'est devenu une petite mission. Et j'ai commencé d'enregistrer le monde. J'ai enregistré beaucoup une batteuse qui s'appelle Elaine Hoffman-Watts. Tu te souviens Susan Hoffman-Watts, le trompettiste? Oui. Elle a joué avec Frank London. Susan, c'est la fille de Elaine, qui est batteuse, qui a appris de son père, qui était le batteur pour un grand groupe de klezmer des années 20, OK? De Philadelphie. Et lui, il était le percussionniste pour l'orchestre de Philadelphia. Alors, un grand musicien, vibraphone, percussion, virtuose, qui est venu de Ukraine et qui a joué le klezmer, le vrai klezmer de Ukraine. Là-bas, vous l'avez vu jouer à Claes Canada? Le père, non, mais elle... Elle, oui. Oui, et elle a 75 ans, genre, et elle a appris de son père. Et elle est devenue la première femme d'étudier à l'Institut Curtis, c'est une très grande école de musique. Elle était la première femme d'être percussionniste de cette école très, très fameuse. Et elle était musicienne professionnelle, mais cette famille n'a jamais arrêté de jouer le klezmer, le vrai truc qui est venu de l'Europe de l'Est. J'ai entendu elle en jouant cette rythmique qui s'appelle le bulgar. Et elle a 5 pieds, elle a this tiny woman. Just played the funkiest beat. C'était le beat le plus funky que j'ai jamais entendu, vraiment. Et je me suis dit, notre musique est vraiment quelque chose. There's funky stuff. Pourquoi on a arrêté de jouer ça? Pourquoi c'est caché? Pourquoi on a oublié cette langue? Pourquoi on ne danse pas ces danses encore? Ça m'a commencé de vraiment réfléchir et de chercher. Alors, durant l'année, j'ai utilisé les sons que j'ai enregistrés et j'ai commencé de vraiment faire quelque chose avec le rythmique juif, avec les sons juifs, avec un peu de son de David Krakauer qui était là, blablabla. Bla, bla. Et la prochaine année, j'ai présenté ma travail à David.
C'était hip-hop Rassenet? Non, c'était so-called le Seder. C'était la musique, c'était So-Called la Seder. musique des Pâques juives. Ben, la musique de Pessah revisitée par So-Called. Voilà. C'était Et j'ai donné extraordinaire. un petit... Un disque extraordinaire. Merci. Et lui, il a entendu et comme il explique des fois, his brain exploded, il a dit. Mais il a pensé, peut-être ça c'est la prochaine étape. This is the next... C'est la prochaine This is the étape. next stop. Et comme le klezmer était un peu perdu et un peu oublié, c'est difficile de jouer maintenant. Personne vraiment sait comment de le faire. On a fait beaucoup de travail pour reprendre le style, mais c'est difficile. C'est rare des musiciens qui sont vraiment capables de jouer comme il faut. Alors, si tu samples les sons, tu as le vrai style. Voilà, et j'ai donné ça à Krakauer et il m'a invité de venir chez lui à New York pour travailler ensemble. Et c'est commencé une collaboration qui a duré jusqu'à maintenant. Et he took me on tour with him. Et j'ai fait produire ses disques et on a commencé un autre groupe. C'était quoi Abraham. votre premier album ensemble? Mais Bubba Mices. C'est Bubba Mices. Mais avant ça, c'était live à Cracovie. Ah oui. Et même avant ça, j'étais sur l'album avant ça, juste avec un morceau à la Sur fin. son album. Et pour moi, c'était très excitant. So-Called, ça vient d'où? Pardon. So-Called, c'est soi-disant. Oui. Et un rappeur avec qui j'ai travaillé comme adolescent, j'étais Heavy J, comme, Heavy you know, J. Dr. Dre, Snoop Dogg, tout le monde a leur propre nom. Bien sûr. Alors, mon nom, c'était Heavy J, mais c'était pas vraiment, it was stupid name. And this rapper a commencé de m'appeler Heavy J soi-disant, so-called Heavy J. Et après, au bout du temps, il juste m'appelait, hey, so-called, qu'est-ce que tu fais? So, OK. I got the name like that. OK. So, pour Label Bleu, OK, un album vraiment de moi, OK, alors je vais inviter les musiciens de jouer sur les beats, je vais chanter, rapper, les chanteurs, les rappeurs, et commencer aussi de mélanger les autres cultures, de mélanger le reggae et la musique africaine, et les invités romains ou des invités... oui, et ça c'était Ghetto Blaster. Avec mon seul tube en France, You're Never Alone. Never Alone. These are the good old days, c'était un tube. C'était bien aussi, hein. Bien Ça a aussi, quand même mais- bien marché. mais- Non, mais surtout, c'était en playlist sur Nova pendant Oui. 2 ans. Oui, You Are Never encore, Alone. ça joue encore. Ça se joue encore, Oui. sur FIP aussi, on Oui. entend. C'est-à-dire que ce qui se passait à cette époque, c'est que tout le renouveau de la musique klezmer s'entendait en France en tout cas, sur les chaînes nationales, mais pas du tout, c'était pas connu des juifs et de la communauté Oui. juive et des médias juifs, Voilà. du tout. On passait pas ça. Non, mais Voilà. c'était intéressant. C'est à passé l'envers. vraiment par les médias nationaux. Voilà. Et ensuite, c'est arrivé peut-être 10-15 ans après, grâce à certains journalistes, probablement grâce à Jazz and Klezmer aussi, dans la communauté. Mais vous avez d'abord vous avez d'abord touché les gens, les jeunes qui écoutent du hip-hop, en fait. Même si c'est You Are Never Alone. Du coup, les sujets, c'est quoi You Are Never Alone? Parce qu'elle est en anglais, elle est très yiddish, mais elle est déjà autre chose. Elle raconte quoi, la chanson? Mais la mélodie vient d'une nigun. Un nigun, c'est une mélodie sans parole. So, j'ai entendu cette mélodie. Yadadai, dadadai, dadadai, dadadai. Il y avait des paroles, actually. C'est une prière dadadai, dadadai, sur un ancien disque. Et je me suis dit, that's a catchy tune. Like, il faut écrire des nouvelles paroles pour ça. J'ai envoyé la mélodie à une chanteuse gospel en Los Angeles qui s'appelle Doris Gillespie. Okay. Et elle a pris okay. Elle a écrit ses propres mots. Et c'est elle qui a écrit You Are Never Alone
Da, 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 da. Elle a fait You Are Never Alone. OK, super, it's called You Are Never Alone. J'ai aussi envoyé la mélodie à Katie Moore, Ouais. une chanteuse bluegrass, Magnifique. une chanteuse, C'est toujours votre chanteuse. oui, Ah oui. avec qui je travaille encore, Bah oui. de Montréal, mais une chanteuse country. J'ai vu en chantant dans un groupe de country à Montréal et j'ai dit, wow, quelle voix! Like, Ouais, elle a une voix je vais incroyable. mélanger ça avec hip-hop. Ça va être quelque chose. Mais je savais que ça parle de Jewish cowboy parce que j'ai un cowboy juif parce que j'ai trouvé un sample qui parle de Jewish cowboy. J'ai trouvé un sample qui fait cowboy, OK? Ouais, Alors, mais c'est vous qui avez fait Jewish Cowboy. oui, c'était... C'est vous qui avez inventé. Enfin, vous avez pris deux samples, Cowboy, I took the Jewish. Hasidic and country, Et vous avez fait and then Jewish and then I found Jewish cowboy. Okay, Jewish cowboy. And Et ça then passe en boucle et sur j'ai Nova, parlé Jewish à Cowboy. Doris et à Katie d'être cowboy un peu perdu dans in the West, like alone with your horse and like a country song, but a Jewish country song. And they wrote words, and then un rapper aussi, j'ai expliqué l'histoire, il a écrit ses propres paroles. Et- C'est C. Ray's Waltz qui a Ouais. travaillé avec nous, aussi en Abraham Inc. Et voilà, that's the song. Ensuite, Abraham Inc. Alors, Abraham Inc., j'ai joué avec Krakauer pendant presque 10 ans. Et un jour, j'ai entendu, en parlant, le batteur de Krakauer, Klezmer Madness, qui s'appelle Michael Serene. Et il m'a dit, « Hey, tu sais, mon ami Peter travaille avec Fred Wesley. » « Oh oui, ton ami, le clavier, Peter Madsen, il s'appelle. Yeah, check ça, il joue avec Fred Wesley. Et je me suis dit, Fred Wesley, il joue encore, il est encore like, productif et actif dans le monde. Ah oui, bien sûr, il a son propre groupe, The New JBs. Les New JBs, OK? oui. Et mon ami joue avec, et oui, il est là. Je me suis dit, pour moi, c'est le début de mon histoire. C'était mon amour de funk, le JBs, James Brown. Et C'est lui voilà, qui faisait, oui, tous les quelqu'un arrangements. me dit que, ah oui, je connais quelqu'un qui travaille avec ton héros, vraiment le top. Pour moi, il n'y a personne plus cool que Fred Wesley. Peut-être Quincy Jones, et plus, peut-être Michael Jackson, mais il est mort. Mais pour moi, personnellement, il n'y a personne à ce niveau comme Fred Wesley. Pas seulement comme musicien, parce qu'il était le soloiste. Il était arrangeur aussi. Oui, il était, mais surtout comme arrangeur, comme l'architecte de funk. Il a créé le son des années 70. Et ça, c'est la source de hip-hop. Alors, il est un des vrais parrains, des vraies sources de la culture that I'm a part of, you know? Bah oui. He invented De it. vos Il y a débuts. les disques de Fred Wesley des années 70 où il parle rythmiquement sur un truc rythmique. C'est le rap. Il a inventé le Ouais. rap, you know? Ouais. Même il y a une chanson où James Brown dit rap et Fred Wesley parle sur une beat, you know? It's like, c'est Ok. vraiment, they invented rap, you know? Ils ont inventé Il le y a rap. une connexion directe. Oui, entre la funk, le rap et Fred Wesley, Et voilà. C'était les et maîtres, le hip-hop et c'était Dr. les Dre dieux. et Lil Wayne aujourd'hui et Kanye West aussi, you know? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. OK, we don't talk about Kanye West. Non. OK, Fred Wesley, wow. Alors, j'ai dit un jour à Krakauer, yo, pour la prochaine disque, il faut, peut-être qu'on peut inviter Fred Wesley de Venir travailler avec nous. faire une collaboration avec nous. Ouais. Et Krakauer aussi aime beaucoup le funk. Il vient un peu plus de la monde jazz. Il est fou pour le jazz. Like, il connaît tout. Sidney Bechet, il est Oui, bien sûr. jazz classique. Il connaît tous les. Si tu écoutes quelque chose, une track de Sidney Bechet, Il te dit quel 45, album. il peut dire, ah oui, ça L'année, c'est blablabla. l'enregistrement. Oui, il peut dire qui joue le vibraphone. Oui, Oh. he's a nerd, super nerd. OK?
Et OK, Fred Wesley, ah oui, ça peut être cool. Enfin, on a trouvé qu'on a le même publisher Le même en Europe. éditeur, OK? les mêmes Alors, éditions. on a trouvé son contact et on a approché Fred Wesley. On a dit, est-ce que tu peux être intéressé d'explorer la musique de klezmer, la musique des Juifs, des Et là, il a instrumentales des répondu. années, de l'Europe de l'Est? Et Fred Wesley a dit, what? Mais enfin, on s'est rencontrés, c'est bien passé. On a commencé une collaboration qui existe jusqu'à aujourd'hui. À Braming 2, c'est ça? On a fait 2 albums, mais aussi Fred a joué sur tous mes albums. Et Fred a écrit. Maintenant, je fais des comédies musicales. Merci. OK? Je voulais y arriver aussi, OK. mais Parce qu'il y a au la début, magie, les marionnettes. j'étais producteur de hip-hop. J'étais le mec avec une machine de boucle où je fais des trucs. Mais j'ai commencé de chanter en yiddish. J'ai commencé de jouer le piano. J'ai commencé de jouer l'accordéon. J'ai commencé d'être chanteur dans les groupes, d'être pianiste dans les groupes. J'ai commencé d'écrire des morceaux, d'écrire des chansons. Et j'ai tombé sur des autres trucs comme collectionneur des anciens disques. J'ai commencé de tomber sur la musique Broadway, sur Kurt Weill, sur le compositeur Kurt Weill. Alors, j'ai été influencé par beaucoup de musique, finalement. Et je veux participer dans beaucoup de musique. J'ai travaillé avec Gonzalez, solo piano. Alors, je pensais, OK, solo piano, et OK, et quatuor de cordes, OK. Et j'ai commencé d'être dirigeant. D'être directeur, enfin chef d'orchestre. Chef d'orchestre pour les chœurs. Chef chorales. de chœur. Chef de chœur. Alors, j'ai commencé de collectionner les anciennes partitions. Alors, j'ai devenu Auteur même. pas mal a better reader. I could read music. I learned how to read music well. Vous avez I learned enfin how to appris à lire I la learned how to musique. write music. So, j'ai fait la première comédie musicale. Quelqu'un m'a aimé, un théâtre a vu ça et il m'a invité de faire une autre comédie musicale pour le théâtre yiddish à Montréal qui s'appelle Dora Wasserman Yiddish Theater, qui existe encore, un théâtre yiddish. Et il m'a invité de faire une comédie musicale en yiddish. OK, oui. Vous l'avez faite. Je veux faire. Mais il faut que ça doit être une histoire yiddish. Alors, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut présenter? Parce que ça va être dans une langue que personne ne parle. Alors, si ça va être dans cette langue, il faut être dans cette langue pour une raison. Il ne faut pas faire Rambo en yiddish. Il ne faut pas faire... Non, il faut... You know what I mean? It's got to be a Yiddish story. So, j'ai pensé à des contes d'Odessa de Isaac Babel, le grand écrivain soviétique juif d'Odessa, Ukraine. Et ces histoires, ces contes de la musique, de la vie underworld, criminelle, gangsters, Jewish gangsters in Odessa. OK, cool. Comédie musicale pour ça. Un peu Fiddler on the Roof, mais à l'envers. Le violon sur le toit à l'envers. C'est-à-dire que mais là, c'est vraiment le bad guy. Oui. C'est le gangster d'Odessa. Voilà. Les histoires c'est des contes de mafia juive d'Odessa. Imaginez. En yiddish. Et Enrico Macias. Alors, merci. Je suis tombé à Québec. Tu trouves les disques d'Enrico Macias dans les armées de salut. Everywhere. He sold a lot of records. Oui. Et à Québec, il est encore très connu. En France aussi, toujours. Mais moi, comme Canadien, j'étais pas... I'd never heard of Enrico Macias. Ça fait pas partie de ma culture, ni français, ni pied noir, algérien, séfarade, andalouse, des trucs comme ça. No idea. But j'ai pas mal de disques d'Enrico Macias que j'ai collectionnés juste parce que, OK, la couverture, le jacket. Non, la pochette. La pochette. La couverture ou la pochette, ça marche. La pochette, Enrico Macias, OK, c'est quoi ça? 25 sous, OK, je prends. Après un bout de temps, j'ai trouvé qu'il était juif d'Algérie. OK, cette histoire. Then I looked
j'ai cherché de son histoire formidable, son histoire hallucinante de son père, avec le Cheikh Raymond, Bien avec sûr. la fille de Cheikh Raymond, sa femme. femme. Et, wow, OK. Et un jour, avec Ghetto Blaster, le fils de Enrico Macias a fait contacter mon label ou My Publishing, EMI, Votre éditeur aussi, ouais. mon éditeur, pour parler de You're Never Alone. Il a entendu le morceau, il a aimé, il a dit, c'est intéressant, il prend quelque chose de la culture juive, mais il essaie de mettre ça pour Au goût aujourd'hui. du jour actuel, ouais. Voilà. Alors, on s'est rencontrés. Et il m'a dit, oui, on veut bien travailler avec toi. OK, Enrico Macias, OK, super cool. Donc c'est lui qui est venu vous chercher. Oui, et honnêtement, entre nous, j'ai fait un morceau qui s'appelle UNLVD, OK? Oui. Avec Enrico Macias. Et c'était pour mon album après Ghetto Blaster. Et moi, je n'ouvre plus les yeux. Reviens encore une fois. Et je me suis dit, OK, j'ai vu que c'est marché avec You're Never Alone. Une mélodie attirante, hip-hop, rap. OK, je vais faire même plus. Je vais demander à Enrico Macias, un grand star français, de chanter sur ça. Et ça va exploser. Ça va être même plus. Maintenant, ils me connaissent. You're Never Alone. Ils jouaient en boucle sur Radio Nova. C'était fou. OK? Oui. OK, je vais faire quelque chose pour France maintenant. Enrico Macias, même, but the same... La même magie, la même cuisine, en fait. Yeah, the same La recipe. même recette. Voilà. J'ai fait. Je pense que c'est pas mal comme morceau. La mélodie est kick-ass, le rap est kick-ass. There's a good beat, c'est bon. Silence. Et c'est triste parce que je pense que c'est un truc politique avec l'histoire de Enrico Macias et son amitié avec l'ancien président français. Ah, Sarkozy. Sarkozy, et avec peut-être ses politiques d'Israël. Radio Nova n'a pas joué du tout. Et c'était fini pour moi en France, vraiment. Et I went to Radio Nova quelquefois. On a écouté le truc. Listen, this is just as good. It's better. This could be good. Mais pour moi, le truc drôle de prendre la voix de Enrico Macias, c'est une voix un peu, you know, des années 70, des années 80. Pour moi, c'est fun de mélanger ça avec quelque chose de nouveau. Ouais. Mais après ça, il m'a vous avez demandé... fait un album pour lui. Voilà. Les Oranges amères. Après, il m'a demandé de faire produire un disque avec lui. Alors, on a fait Voyage d'une mélodie. Un voyage d'une Et c'est mélodie. tout un album où j'ai essayé de mélanger des trucs et même Enrico chante en yiddish. Oui. Théodore Bickel et Enrico faire un duo ensemble où ils chantent. J'ai même fait une version où Théodore Bickel chante en français. On n'a pas utilisé sur l'album. Et Où Enrico chante en yiddish. Oui, non, c'est extraordinaire. Mais c'était une grande aventure, juste de travailler avec lui. Il est un grand musicien, il est très sympa, il est gentil, il est ouvert. Et quand vous pouvez juste communiquer avec la musique, c'est dingue avec lui. C'était un grand honneur de travailler avec lui. J'ai une petite dernière question. Vous n'avez pas fini de questionner et de triturer et de revisiter la culture et la langue yiddish. La semaine passée, j'étais en concert pour le festival Jazz et Klezmer à Paris avec toi, à cause de toi. Oui, merci. Mais pour ce festival et cette présentation, j'étais solo à la piano. Alors maintenant, je chante, je suis chanteur de yiddish maintenant. J'apprends encore les chansons de yiddish et maintenant je suis revenu à la tradition. J'étais le iconoclaste, et là, vous êtes en train de revenir aux sources. Voilà, et
Et j'ai commencé avec les anciens disques pour chercher les sons, mais je suis tombé amoureux avec les chanteurs, avec les mélodies, avec le style des chansons yiddish. Et je suis devenu un des chanteurs de yiddish dans le monde. OK, je vais continuer. Toi aussi, merci pour l'intérêt. Merci à vous. Josh. Merci toute la gang. Merci Isaac. Merci Academ. À la prochaine. Bye bye. Woo! Thank you. Thank you. L'chaim. L'chaim.